Si je vous dis Fort Boyard, ça vous rappelle sûrement de bons souvenirs, ou au moins, vous avez en tête ce monument légendaire perdu au beau milieu de la mer. Je vous propose de découvrir la drôle d'histoire de ce fort construit pour rien et abandonné dès son inauguration, qui était même appelé le fort de l'inutile. Cette fois-ci, pas de dessin au programme, mais la création d'une maquette du Fort Boyard. Pour comprendre pourquoi une telle structure a été créée, il faut se replonger dans le contexte de l'époque, et précisément en 1665. Louis XIV veut créer un complexe militaire capable de construire et d'assembler un arsenal de navires de guerre, et il choisit la ville de Rochefort comme lieu de fabrication de la flotte militaire française. Il y a un accès à la mer et elle n'est pas directement exposée à d'éventuelles attaques puisque cette ville est à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Et c'est ainsi qu'est construit l'arsenal de Rochefort, qui devient très vite un lieu stratégique important à défendre. Sur l'entrée de l'estuaire de la Charente et sur les îles voisines sont construites de nombreuses forteresses, dont une assez étonnante. Non, ce n'est pas encore le Fort Boyard, mais on pourrait le considérer comme son petit frère. C'est le fort Louvois, construit directement sur un énorme rocher. À ce stade, l'accès à l'arsenal est bien défendu. Enfin, presque. Il y a une faille entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Les canons de l'époque, ayant une portée de tir de 1500 mètres, laisse entre ces deux îles une zone à risque en cas d'attaque. Louis XIV évoque alors l'idée d'utiliser un banc de sable bien connu situé entre ces deux îles pour y construire une forteresse maritime. Et ce banc de sable se nomme la Longe de Boyard. Pour la petite histoire, ce banc de sable nous apparaît pour la première fois en 1585 dans l'ouvrage d'un marin néerlandais qui cartographie ce haut fond et le nomme Benjaert, banc de sable en néerlandais, qui par déformation et avec le temps finira par devenir Boyard. Pour en revenir à notre Longe de Boyard, le projet semble impossible pour l'époque de Louis XIV. En effet, ici, il faut construire à partir de rien. Il n'y a qu'un banc de sable immergé en pleine mer. Devant l'ampleur d'un tel projet, le maréchal de France Vauban, qui était aussi ingénieur et architecte sous Louis XIV, aurait dit à celui-ci, en parlant du projet Fort Boyard, « Sire, il serait plus facile de saisir la lune avec les dents que de tenter en cet endroit pareille besogne. » Le projet est alors abandonné, avant même d'avoir commencé. C'est 135 ans plus tard, en 1801 sous Napoléon Bonaparte, que le projet refait surface et est étudié sérieusement. C'est décidé, une forteresse maritime sera construite sur le banc de Boyard. Les premiers plans du fort sont dessinés, 80 mètres de long, 40 de large, sur 2 niveaux. Le projet Fort Boyard est officiellement lancé en 1803. Tout d'abord, une sorte de petit village est construit sur l'île d'Oléron avec des ateliers, des zones de stockage et les baraquements des ouvriers. Ce petit village deviendra Boyardville, qui existe encore aujourd'hui. Le premier grand défi de cette construction unique sont les fondations. Comment créer une base solide en pleine mer sur un banc de sable à plusieurs mètres sous le niveau de l'eau? La réponse, en coulant des milliers de blocs de pierre pour créer une île rocheuse artificielle qui servira de base. Les ouvriers se mettent donc au travail. Des énormes blocs de pierre sont taillés dans une carrière sur l'île d'Aix, puis ramenés en bateau et coulés en pleine mer sur le banc de Boyard. Mais au bout de 5 ans, en voyant que les blocs coulés s'enfoncent dans le sable, se déplacent à la moindre tempête et que le budget estimé est largement dépassé sans la moindre avancée, le projet est réétudié. Les dimensions du fort sont divisées par 2. Il fera donc 40 mètres de long sur 20 de large. En avril 1809, des navires anglais viennent attaquer l'estuaire, canardent les ouvriers et détruisent la flotte défensive française. Cette confrontation, appelée les brûlots de l'île d'Aix, mettra un terme aux travaux. Pour info, à l'époque, un brûlot était un petit navire chargé de combustible et d'explosifs qui était envoyé droit vers les navires ou défend ses ennemis. Jusqu'ici, le projet Fort Boyard aura coûté plus de 3 millions d'anciens francs et la vie de nombreux ouvriers, tout ça pour rien. Enfin, pour l'instant.
C'est 32 ans plus tard, en 1841, que Louis-Philippe relance le projet suite au regain de tension entre la France et l'Angleterre. Sur le site du projet Boyard, les milliers de blocs déversés par Napoléon ont fini par s'enfoncer dans le sable. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. En s'enfonçant, la base déjà présente s'est beaucoup solidifiée. Le projet reprend donc de plus belle, avec en plus de nouvelles technologies. Fini les blocs à tailler et à transporter, maintenant ils sont directement fabriqués dans Boyardville avec de la chaux. À marée haute, on transporte et coule les blocs, puis à marée basse, on les réorganise et rajoute du mortier pour les souder entre eux. Et au bout de 7 ans de travail acharné, la construction de la base, qui s'élève à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer à marée haute, est enfin terminée. En 1851, Louis-Napoléon, le neveu de Napoléon Bonaparte, fait un coup d'État et s'empare du pouvoir. Il lui faudra alors 8 ans pour construire le rez-de-chaussée, les 2 étages, la terrasse et la vigie. Puis encore 6 pour la zone d'abordage et l'éperon brise-lame qui permet de casser les vagues. En 1866, le Fort Boyard est officiellement terminé. Il est parfaitement équipé. Bureaux, cuisine, stockage d'artillerie, prison. Le fort peut loger près de 260 personnes et également faire fonctionner 74 canons en même temps. Il aura donc fallu 135 ans avant que le projet ne commence, 58 ans de construction pour un total de plus de 8,6 millions d'anciens francs, ce qui représenterait dans les 2 milliards d'euros actuels. Mais bon, l'utilité de ce fort suréquipé n'a pas de prix et sera très vite rentabilisé. Ah ben, en fait non. Tous ces efforts seront anéantis par un seul détail, la portée des canons. Depuis tout ce temps, la technologie a évolué, permettant aux canons de tirer beaucoup plus loin, tellement loin que le Fort Boyard devient inutile dès son inauguration, à tel point que seulement la moitié des canons prévus seront installés et ne serviront jamais. Il servira de prison pendant à peine un an, en 1870, et c'est tout. Bien qu'étant une prouesse architecturale unique au monde, son inutilité lui vaudra d'être renommé le fort de l'inutile. Personne m'aime. Son entretien coûtait chaque année des sommes astronomiques pour rien. En 1913, il est définitivement abandonné par l'État. Les pillards, le temps et Dame Nature n'auront alors aucune pitié pour lui. En 1962, l'État va même s'en séparer et le vendre aux enchères pour un prix de départ de 7 500 francs, soit 11 400 €. Et il sera acheté pour 28 000 francs, 43 000 € par André Herz, un chirurgien dentiste. Mais il n'en fera pas grand-chose. Laissé à l'abandon pendant 50 ans, ce fort a l'air impossible à sauver. Le temps semble avoir eu raison de ce lieu incroyable qui se détériore d'année en année. Les travaux et coûts de rénovation paraissent si élevés que le triste fort de l'inutile semble condamné à la ruine. Et pourtant, quelque chose d'inespéré va enfin lui donner la gloire qu'il mérite. Ce quelque chose, on le connaît tous. Mais comment un fort abandonné depuis presque 100 ans, qui appartient à un chirurgien dentiste qui n'en fait rien, est-il devenu une véritable star? Tout s'est joué le 6 septembre 1981. Sans cette date, le fort serait sûrement toujours une ruine. Ce jour-là, il s'est passé ça. C'est vraiment comme un navire, il y a des fenêtres comme des meurtrières et de grosses meurtrières. Et l'île est très grande autour? Ah non, il y a juste la construction. Ah, il n'y a que le fort? Énormément de goélands, L'île et le fort. de mouettes. 1 minute et 20 secondes, pardon. 1 minute et 20 secondes. La tabatière de Napoléon enfouie au pied de ce corps de pompe. 15 secondes. L'émission La Carte au Trésor sort un épisode dans lequel les candidats découvrent ce vieux fort à l'abandon au beau milieu de la mer. Jacques-Antoine, le producteur de l'émission, tombe amoureux du site et y voit un potentiel énorme. C'est 7 ans plus tard, en 1988, qu'il parvient à le racheter à André Herz pour 1,5 million de francs.
Mais le fort est dans un état de ruine tel qu'il est impossible même pour Jacques-Antoine de le restaurer seul. Et il aura une idée géniale. Il va le revendre pour 1 franc symbolique au département de la Charente-Maritime qui, elle, s'engage à s'occuper des travaux et des coûts de restauration et assure l'exclusivité de l'exploitation du lieu à Jacques-Antoine. S'engagent alors les travaux de remise en état et le site est transformé en lieu de tournage avec tout le nécessaire. Ça tombe bien, à l'origine le fort devait pouvoir faire vivre 250 personnes. Une plateforme est alors créée pour pouvoir entrer en toute sécurité dans le fort et une piste d'atterrissage pour hélicoptère est construite sur la terrasse. En 1990, la première émission est tournée et le 7 juillet de la même année, le tout premier épisode du jeu télévisé Les Clés de Fort Boyard sort. C'est un succès immédiat. C'est pour la 2e saison que le nom de l'émission devient simplement Fort Boyard. Depuis ce jour, on connaît tous l'histoire de cette émission mythique, tellement mythique qu'elle prend des proportions internationales. Plus d'une trentaine de pays sont venus tourner leur propre version de Fort Boyard, dont certains de manière récurrente. C'est en tout plus de 70 pays qui ont au moins une fois diffusé leur version de l'émission ou une version doublée ou sous-titrée. Voilà l'histoire d'un fort construit pour rien et laissé à l'abandon pendant presque 100 ans, qui sera devenu le fort le plus connu du monde. Oui, c'est vraiment le fort le plus connu du monde. Ce que je trouve vraiment beau dans cette histoire, c'est qu'à la base, il devait servir pour se défendre des autres pays, mais qu'il a fini par en réunir plus de 70 autour d'une seule chose, la magie d'un lieu hors norme et unique au monde.